Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait tiré du recueil L'Exilé. C'est un recueil de poèmes écrit par François Coppée en 1877. François Coppée est un auteur de la fin du 19e qui appartient donc au mouvement littéraire du romantisme, un mouvement littéraire qui va avoir pour but de revaloriser le sentiment par rapport à la pensée et qui va s'inscrire du coup en opposition avec le siècle des Lumières qui lui précède. Plus particulièrement, François Coppée s'inscrit dans le mouvement du Parnasse, qui est un mouvement littéraire qui a pour vocation de mettre en scène une virtuosité stylistique, un travail formel beaucoup plus poussé et éventuellement de s'inscrire dans le mouvement de l'art pour l'art, donc une espèce de gratuité d'un objet formel beau mais finalement pas si utile. Il s'agit d'un poète qui est populaire dans le sens où il va parler de l'intimité des humbles, c'est-à-dire qu'il va parler de la vie quotidienne des classes sociales qui forment le gros de la société. Un élément intéressant concernant François Coppée est qu'il est à la fois membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des belles-lettres, ce qui en fait un auteur assez polyvalent, de la même manière que c'est un auteur qu'on appelle polygraphe, puisqu'il s'inscrit dans plusieurs genres littéraires différents. La poésie, évidemment, c'est un texte poétique que nous commenterons, mais aussi le théâtre, les romans et les essais. Le texte que nous étudions est un poème qui s'appelle « Les étoiles filantes » et qui va décrire un personnage qui regarde des étoiles filantes ou qui espère voir des étoiles filantes. Je passe à la lecture du poème. Dans les nuits d'automne, errant par la ville, je regarde au ciel avec mon désir. Car si, dans le temps qu'une étoile file, on forme un souhait, il doit s'accomplir. Enfant, mes souhaits sont toujours les mêmes. Quand un astre tombe, alors, plein d'émoi, je fais de grands vœux, afin que tu m'aimes, et quand ton exil, tu penses à moi. À cette chimère, hélas, je veux croire, n'ayant que cela pour me consoler. Mais voici l'hiver, la nuit devient noire et je ne vois plus d'étoiles filer. Le texte que nous venons de lire met en scène donc un personnage qui espère la venue des étoiles filantes, des étoiles qui finalement ne viennent pas. Et cette espérance interroge quant à ce que symbolise l'étoile filante pour ce personnage. Et c'est la question qui dirigera notre commentaire. Pour y répondre, je diviserai le texte en 3 parties, qui seront les 3 strophes du poème. La première strophe, vers 1 à 4, qui parlera du présent. La deuxième strophe, du vers 5 à 8, qui parlera du passé, de son enfance. Et enfin, un retour au présent et la mise en place d'un passé définitivement révolu dans la troisième et dernière strophe, du vers 9 à 12. Je passe ainsi à mon commentaire. Le poème s'ouvre sur la description d'un cadre spatio-temporel avec la nuit d'automne, le cadre temporel, et la ville, le cadre spatial. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce cadre est à la fois précis, mais en même temps assez vague. On n'est pas tout à fait comme dans un conte, on est vraiment inscrit dans une temporalité, dans une réalité tangible dans laquelle on pourrait s'incarner. Ici, le jeu du vers 2 va être caractérisé par le participe présent errant, qui montre que sa déambulation finalement n'a aucun but. Il n'a aucun but lorsqu'il est dans cette ville, aucun but autre que regarder au ciel avec son désir. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'opposition entre la ville au vers 1 et le ciel au vers 2. Un ciel qui serait inaccessible puisqu'on le voit depuis la ville, mais vers lequel on tendrait puisqu'on le regarde avec son désir. Ce désir est explicité par le vers 3 à travers la conjonction de coordination à valeur causale. Je regarde avec mon désir, car, parce que. Simplement, cette cause est formulée au système hypothétique. Si, dans le temps qu'une étoile file, on forme un souhait, il doit s'accomplir. On appuie ici la justification de ce désir sur un jugement général à travers le pronom indéfini « on », et à travers aussi un jugement qui est formulé au présent de vérité générale, on forme, il doit. Simplement, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette vérité générale est conditionnée à un laps de temps extrêmement fugace, extrêmement rapide. Cette rapidité étant montrée par le verbe filer, qui indique une action très brève, et par le complément circonstanciel de temps, dans le temps que, qui lui aussi insiste sur la rapidité, la fugacité de cette action. On note aussi l'ébauche d'une référence au titre avec l'expression « une étoile file » qui fait référence directement aux étoiles filantes. Je passe ainsi à la deuxième partie où il va expliquer ce qui se passait dans son passé et qui justifie son désir du temps présent dans la strophe 1. Ce retour au passé va être montré par le premier mot « enfant ».
ici, cet enfant, c'est bel et bien le narrateur, c'est bel et bien le jeu, puisque ce qui suit, mes souhaits sont toujours les mêmes, est bien caractérisé par un déterminant possessif de la première personne du singulier. Il est intéressant de noter qu'on passe d'un jugement général, un souhait indéfini, à un jugement particulier, mes souhaits. On passe aussi d'un jugement unique, un, à un pluriel, mes. Simplement, cette multiplicité des souhaits est un petit peu paradoxale, puisqu'ils sont toujours les mêmes, ça veut dire qu'ils sont bien identiques les uns aux autres. Donc ça n'est jamais qu'un seul souhait, mais formulé de manière répétitive. Cela étant marqué par l'adverbe de temps, toujours. Alors quel est le souhait ? Cela va être explicité à la suite des 2 points qui vont montrer le lien entre le vers 5 et le reste de la strophe. Donc on reprend l'idée dans le temps qu'une étoile file à travers quand un astre tombe. Simplement ici, la réécriture, on passe d'une étoile à un astre, on passe de filer à tomber, va montrer que le temps est véritablement dépassé. Ici, le verbe tomber est beaucoup plus négatif que filer, et l'idée de l'astre a un caractère beaucoup plus merveilleux que l'idée d'étoile. Va alors se dessiner, à travers cette enfance, l'idée d'un temps merveilleux, mais révolu, définitivement. L'idée d'émoi va insister sur l'émotion, et cette émotion va être donnée au vers suivant à travers le verbe aimer. Il est toujours question du narrateur, à la première personne du singulier, je, et cet émoi, cette émotion, est une émotion pleinement subjective, comme le montre l'antéposition de l'adjectif grand. Il fait de grands vœux. Ce grand, qui est donc subjectif, est dépendant aussi du fait qu'il soit un enfant. Puisque lorsque l'on est enfant, tout ce que l'on fait est grand rétrospectivement et comparativement. Donc le vœu, les vœux, qui sont toujours les mêmes, concernent une seule et même personne qui est une deuxième personne du singulier, tu. Ce tu apparaissant au vers 7 et au vers 8. Mais c'est un tu qui est en exil. Donc c'est un tu duquel on est détaché. Ce détachement et en même temps cet attachement étant modélisé par la structure en chiasme. Première personne, je, deuxième personne, tu, au vers 7. Deuxième personne, tu, première personne, moi, au vers 8. Donc à travers ce chiasme, on montre à la fois cette tentative d'embrassement de la deuxième personne par la première, qui correspond à l'émotion, à l'amour. Mais en même temps, cet embrassement est bien impossible à cause de l'exil, explicitement souligné par le terme, mais aussi à travers le système de rimes qui ne sont pas embrassés, mais bel et bien croisés. Les personnages n'ont fait que se croiser, et ils sont définitivement séparés. C'est ainsi que je passe à ma dernière partie. Nous sommes revenus au présent, c'est à nouveau le narrateur adulte qui parle, et ici il y a une rétrospection un petit peu tragique à travers l'exclamation « hélas ». Et cette exclamation tragique va peut-être accentuer l'idée selon laquelle cet exil serait devenu définitif. Cet exil définitif, mis en rapport avec l'idée de consoler au vers 10, pourrait signifier que l'exil spatial est devenu un exil temporel, c'est-à-dire que simplement la personne aimée serait morte. Ainsi, on pourrait relire rétrospectivement le vers 2 « Je regarde au ciel avec mon désir », non seulement au ciel spatialement, mais au ciel aussi temporellement, puisque ici il y aurait comme une syllèpse, le ciel serait à la fois là où sont les astres, là où sont les étoiles, mais là aussi où sont les morts, une fois qu'ils ont trépassé. Ainsi, ce désir du vers 2 est simplement une volonté. Je veux croire, et cette volonté est consciemment fausse à cette chimère. Je veux croire. La chimère étant ici le symbole de l'imaginaire. Donc il sait que c'est faux, mais il veut croire parce que c'est le seul moyen de se consoler d'une perte définitive. Cette perte qui est définitive, cette croyance impossible va être modélisée par la conjonction de coordination à valeur adversative, mais, qui ouvre l'avant-dernier vers, qui va aussi ouvrir une ellipse, puisque l'on passe des nuits d'automne à l'hiver. On est toujours la nuit, mais la saison a changé, avec ce changement de saison qui pourrait représenter les différents âges de la vie, puisqu'on est passé à la fin de la vie avec l'hiver, qui expliquerait pourquoi la personne est morte, va être corrélé avec la noirceur. Il n'y a plus d'étoiles, ou plus précisément, il ne voit plus d'étoiles. Peut-être que les étoiles sont toujours présentes, simplement, ces étoiles, il ne les voit plus, parce que ici, ce n'est pas une négation totale, mais bien une négation partielle,
qui est présente. On revient au nom commun étoile, qui montre bien qu'on est revenu au présent, et simplement le verbe qui était conjugué au présent au verbe 3 devient ici à l'infinitif dans le dernier vers, pour montrer que l'action est définitivement impossible. Que symbolise l'étoile filante ? Traditionnellement, elle symbolise la réalisation des vœux, et finalement l'ouverture des possibles. Lorsque l'étoile file, je peux faire tout ce que je veux. Simplement, cette ouverture des possibles est dépendante d'un système de croyances. Et ce système de croyances va être corrélé dans le poème à un espèce de rapport religieux au monde caractéristique de l'enfance. C'est l'enfant qui croit et l'adulte veut croire, mais sait que c'est faux. Ainsi, la première réponse possible serait que cette étoile filante représente l'espoir, alors même qu'il n'y a plus d'espoir. Et ça va ainsi montrer le passage de l'exil physique dans la deuxième strophe à l'exil temporel à travers la mort dans la fin du poème. Ce que ça représente aussi, c'est l'enfance et sa désillusion par rapport à l'âge adulte, qui va être là modélisé par l'ellipse entre la première et la dernière strophe. Mais ce que symbolise l'étoile filante aussi et surtout, c'est au sens propre une lumière fugace qui disparaît dans la nuit. Et ça va symboliser la fugacité de l'espoir face à l'éternité de la mort, ainsi que la fugacité de l'enfance face à la désillusion de l'adulte. Ainsi, l'étoile filante va jouer à deux niveaux, étant le symbole d'une époque heureuse mais révolue, de laquelle le poète est définitivement exilé. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les expansions du nom dans la première phrase, c'est-à-dire la première strophe. Les expansions du nom sont un ensemble de mots que l'on va ajouter grammaticalement, syntaxiquement au nom pour lui ajouter des informations sur le plan sémantique. Les expansions du nom sont de trois catégories, soit les compléments du nom, ce sera ma première partie. On peut aussi trouver des propositions subordonnées relatives, ce sera ma deuxième partie, ou bien des adjectifs, ce sera ma troisième partie. Dans chacune des trois catégories, nous aurons une occurrence, un exemple dans notre phrase. Je commence donc par les compléments du nom. Ici, je vais traiter le groupe nominal prépositionnel d'automne. C'est bien un groupe nominal prépositionnel puisqu'il est introduit par la préposition de. Ici, il y a une élision, c'est-à-dire qu'on enlève le « e » de « de » pour le remplacer par une apostrophe devant initiale vocalique. Et d'automne complète bien directement nuit. Si j'enlève nuit, je suis obligé d'enlever d'automne. Ensuite, les propositions subordonnées relatives. Ici, j'en ai une que je peux retrouver grâce au pronom relatif « que ». Donc, le « que » ici possède une élision, là encore, mais on est bien dans le cadre d'une proposition subordonnée relative, puisque si on enlève son antécédent, « tant », on est obligé d'enlever la proposition qui suit, qu'une étoile file. Donc, c'est bien une proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent « tant ». Simplement, ici, on est dans un cas particulier, puisque dans le temps, il n'y a pas de verbe, c'est donc une proposition principale nominale. Dernier cas de figure, les adjectifs. Ici, c'est un cas particulier encore, tout simplement, puisque notre adjectif dans le texte est le participe présent errant. Alors, plusieurs possibilités pour vérifier que c'est bel et bien un adjectif. Première possibilité, ce serait de vérifier s'il a une valeur verbale, c'est-à-dire s'il possède un complément d'objet. Ici, par la ville n'est pas complément d'objet de errant, ce qui lui donne bel et bien une valeur d'adjectif. Cet adjectif, du coup, compléterait le pronom « je », et on a une deuxième manière de vérifier que le participe présent est bel et bien adjectif, c'est que si le « je » était féminin, eh bien, on pourrait accorder au féminin « errante ». Ainsi, cet adjectif verbal est donc apposé au pronom « je ».